Nathan avait 22 ans et le week-end dernier aurait dû être l'une des plus grandes étapes de sa vie. Après 4 ans de travail acharné, de nuits tardives, de cours d'été et de petits boulots pour aider à couvrir les frais de scolarité, il avait enfin obtenu son diplôme universitaire. Il ne s'attendait pas à des feux d'artifice ou à un défilé, mais il ne s'attendait certainement pas à ce qu'il a eu. Et il ne s'attendait pas à ce que cela brise quelque chose en lui qu'il ne réalisait même pas qu'il tenait à un fil. Il venait d'une famille qui, en apparence, semblait assez normale, une maison de banlieue, un chien de famille. Son père travaillait dans la finance, sa mère enseignait la maternelle. Il avait une sœur cadette nommée Rose qui venait d'avoir 20 ans et qui était clairement l'enfant chéri de la maison. En grandissant, c'était toujours « sois gentil avec Rose, elle est plus jeune » ou « laisse Rose passer en premier, c'est juste une enfant ». Et il l'a fait. Il lui a donné son dernier cookie, l'a laissé avoir la place avant, lui a appris à faire du vélo, a relu ses essais au lycée. Il n'y pensait pas beaucoup. Il se disait qu'une fois qu'ils seraient tous les deux adultes, les choses s'équilibreraient. Il avait tort. Il y a 2 ans, Rose a obtenu son diplôme de lycée. On aurait dit qu'elle avait été acceptée à Harvard, pas au collège communautaire local. Ils ont organisé une énorme fête dans le jardin. Il y avait des tentes, des guirlandes lumineuses, un de ses photomatons avec des accessoires, un buffet traiteur de son restaurant italien préféré, une bannière géante « Félicitations Rose » qui couvrait le côté de la maison et ce qui semblait être la moitié du quartier invité. Ils ont même engagé un DJ. Nathan se souvenait d'être là, aidant sa mère à arranger les cupcakes, suant sous la chaleur de juin, pensant « c'est un peu exagéré, non ?» Mais c'était le jour de Rose, alors il a souri et a continué à remplir la limonade. Avance rapide jusqu'à cette année, c'était son tour d'obtenir son diplôme. Il ne demandait pas grand-chose. Il ne voulait même pas de fête, juste un petit dîner en famille pour célébrer. Il était la première personne du côté de son père à terminer l'université et la première du côté de sa mère à le faire sans contracter de prêts étudiants. Il pensait que cela pourrait compter. Apparemment, ce n'était pas le cas. Le matin de sa remise de diplôme, il a reçu un rapide « Nous sommes fiers de toi » par SMS de ses parents. Rose n'a même pas envoyé de SMS. Elle a juste aimé la photo Instagram qu'il avait publiée de lui-même en toge et mortier. Il a traversé cette scène, serré des mains, souri pour les caméras et a regardé la foule. Son meilleur ami Stanley et les parents de Stanley étaient venus pour la cérémonie. Ils ont agité la main et l'ont encouragé. Sa propre famille n'était nulle part en vue. Au début, il leur a trouvé des excuses, peut-être que le trafic était dense, peut-être qu'il devait se garer loin, peut-être que quelque chose était arrivé. Mais quand il est rentré chez lui et a vérifié son téléphone, il a vu un message de sa mère « On va faire un petit dîner ce soir à la maison. Rien de chic, mais j'espère que tu as faim. » Il a cligné des yeux devant l'écran. Rien de chic ? Il avait obtenu son diplôme avec mention. Il s'était débrouillé seul pendant 4 ans de stress, d'examens et de stages. Rose avait eu des arches de ballon et des plateaux de poulet parmigiana traiteur. Lui avait eu un smiley et une vague promesse de dîner. Pourtant, il ne voulait pas être dramatique. Il s'est dit, ce n'est pas la fête qui compte, c'est d'être ensemble. Alors il a rangé ses affaires et est rentré chez lui. Quand il a franchi la porte, il n'y avait pas d'odeur de nourriture, pas de rire, pas de tintement de verre. Juste Rose qui scrollait sur son téléphone sur le canapé, son père qui regardait le golf dans le salon et sa mère qui sortait de la cuisine, tenant une seule boîte à pizza. Joyeuse remise de diplôme, a-t-elle dit avec un sourire maladroit, posant la boîte sur le comptoir comme si c'était une grande surprise. On a pris ta préférée, pepperoni. Rose n'a même pas levé les yeux. Tu as de la chance, a-t-elle dit, papa voulait juste aller chercher McDonald's. Nathan a regardé autour de la pièce. Pas de serpentin, pas de cartes, pas de petites pancartes sur le frigo. Pas même un soda pour accompagner la pizza. Son diplôme était toujours roulé dans son sac et il avait l'impression que cela aurait tout aussi bien pu être une serviette. Sa mère a dû voir quelque chose sur son visage, car elle a rapidement attrapé une bouteille de ketchup dans le frigo, a écrit le mot « Félicitations » sur une assiette à côté de la pizza et a ajouté un petit cœur à la fin. Voilà, maintenant c'est festif, a-t-elle dit gaiement. Il est resté là, stupéfait, comme s'il regardait la vie de quelqu'un d'autre.
Il s'est assis, a pris une part et a forcé un sourire. Merci, a-t-il dit, parce qu'il ne savait pas quoi dire d'autre. Puis il a sorti son téléphone, a allumé l'appareil photo et a pris un selfie avec la part de pizza et l'assiette de ketchup en arrière-plan. Il l'a légendé, rêvé grand, les jeunes, et l'a posté sur sa story. Personne dans la maison n'a remarqué. Ils ont juste continué à regarder la télévision. C'est à ce moment-là qu'il s'est excusé pour aller se promener. Au lieu de cela, il est monté dans sa voiture, a conduit jusqu'au Marriott près de l'autoroute et a utilisé la carte de crédit d'urgence que ses grands-parents lui avaient donnée pour les vraies urgences afin de réserver une chambre. Il a estimé que cela était admissible. Il n'a même pas déballé ses affaires. Il s'est juste assis sur le bord du lit, fixant la peinture bon marché de l'hôtel au-dessus du bureau, se demandant depuis combien de temps il se berçait d'illusions. Depuis combien de temps il se disait qu'une fois qu'il aurait accompli quelque chose d'assez grand, il le verrait. Que sa famille le traiterait enfin comme s'il comptait. Que s'il était assez bon, assez intelligent, assez serviable, assez réussi, il le regarderait comme il regardait Rose. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'avaient jamais fait. Et peut-être qu'ils ne le feraient jamais. 1 heure plus tard, son téléphone a vibré. C'était sa mère. Pas, où es-tu? Pas, tout va bien? Juste, tu rentres à la maison? Il a fixé le message pendant longtemps. Une partie de lui voulait répondre quelque chose de cinglant. Une autre partie voulait juste s'endormir et oublier que le jour avait eu lieu. Mais au lieu de cela, il l'a juste laissé en vue. Il s'est allongé sur le lit raide de l'hôtel, téléphone en main, et a commencé à faire défiler les photos de sa pellicule. Il y avait tellement de photos de lui avec Rose, l'aidant à emménager dans son dortoir, l'encourageant à son récital de danse, la conduisant à des entretiens d'embauche. Mais quand il est revenu aux photos de lui-même, il n'y en avait presque aucune. La plupart étaient des selfies. Personne ne prenait jamais vraiment de photos de lui, à moins qu'il ne le demande. Cette pensée lui pesait lourdement sur la poitrine, comme un poids qu'il n'avait pas remarqué jusqu'à présent. Le lendemain matin, Nathan a éteint son téléphone. Il n'a pas vérifié ses messages. Il n'a dit à personne où il était. Il est juste resté dans cette chambre d'hôtel, mangeant un mauvais petit déjeuner continental et regardant les informations sur le câble à faible volume, laissant le silence l'envelopper. C'est là que quelque chose a basculé. Pas une crise, plus comme une prise de conscience tranquille. Il ne voulait pas rentrer. Pas seulement à la maison, vers eux. Il en avait assez de jouer les seconds rôles dans une famille où il avait tenu la ligne pendant des années. Assez d'être le plan B, l'oublié, celui qui n'était reconnu que lorsque c'était pratique. Et c'est à ce moment qu'il a commencé à planifier ce qu'il ferait ensuite. Il est resté à l'hôtel 2 nuits de plus. Il s'est dit que c'était juste pour prendre de l'espace, mais au fond, il savait qu'il devait faire le deuil. Non pas d'une personne, mais de la version de sa famille qu'il prétendait exister. Celle qu'il attendait, espérant qu'elle apparaîtrait un jour. Il a passé ces 2 jours en silence, laissant son téléphone vibrer jusqu'à ce que la batterie soit morte, lisant des livres qu'il n'avait pas touchés depuis sa première année et mangeant tout ce qui pouvait être livré tiède à la réception. C'était la plus grande paix qu'il ait ressentie depuis des années. Quand il a finalement quitté l'hôtel, il n'est pas rentré chez lui. Il n'a même dit à personne qu'il quittait l'hôtel. Au lieu de cela, il a conduit jusqu'à l'appartement de Stanley, son meilleur ami depuis le collège, et s'est effondré sur le canapé. Stanley n'a pas posé beaucoup de questions. Il lui a juste tendu une bière et a dit « Il était temps ». Il le savait toujours. Il l'avait vu de première main, la façon dont la famille de Nathan le traitait comme la roue de secours du véhicule familial, utile seulement en cas d'urgence, et même alors, toujours un peu un inconvénient. « Tu ne vas pas le croire », dit Nathan, faisant défiler les réseaux sociaux de Rose. Pendant qu'il avait ignoré le groupe de discussion, ses parents et Rose étaient allés dans un vignoble le lendemain de sa remise de diplôme. Tenues assorties, plateau de fromage, une bannière sur laquelle on lisait « Lancement de l'été rose ». Stanley haussa un sourcil. « Ton lancement de l'été aurait dû être ton week-end de remise de diplôme. » « Exactement, » dit Nathan, elle l'a détourné. « Non, ils le lui ont donné. » C'est à ce moment-là qu'il réalisa que ce n'était pas nouveau. Rose avait toujours trouvé un moyen de plier les moments à sa guise et leurs parents ne l'avaient jamais arrêté.
Quand il avait été accepté à l'université, Rose avait pleuré parce qu'il la laissait derrière. Quand il avait obtenu une bourse, leur mère lui avait dit de ne pas se vanter de l'argent devant elle. Quand il avait été inscrit sur la liste du doyen, leur père avait dit, « Eh bien, ce n'est pas comme si tu avais un travail en même temps, comme Rose. » Stanley n'a pas dit grand-chose. Il n'avait pas à le faire. Il a juste regardé Nathan, secoué la tête et dit, « Mec, c'est n'importe quoi. » Cette nuit-là, Nathan était allongé, fixant le plafond, pensant à tout ce qu'il avait fait pour eux, payer la moitié de la facture d'électricité pendant ses études parce que son père avait eu des dépenses imprévues, couvert les livres de Rose pendant un semestre quand elle avait oublié de s'inscrire à son aide financière à temps, rentrait à la maison à chaque vacances pour aider au jardinage et garder leur jeune cousin pendant que Rose partait en road trips. Il l'avait fait sans ressentiment, ou du moins il le pensait. Mais maintenant, tout cela ressemblait à une longue liste de sacrifices qu'ils attendaient de lui, pas des choses qu'ils appréciaient. Le lendemain matin, il a rallumé son téléphone. Des dizaines de messages ont afflué. « Maman, on s'inquiète, ça va ? Papa, c'est immature. On a fait de notre mieux. Rose, sérieusement, c'était juste une pizza. Tu exagères. Maman encore, tu peux rentrer à la maison et parler comme un adulte ? Papa encore, il faut avoir une conversation familiale. » Le dernier l'a presque fait rire à gorge déployée. Maintenant, il voulait parler. Mais ce qui l'a vraiment touché, ce n'était pas le ton inquiet, c'était l'hypothèse qu'il reviendrait, qu'il se calmerait, rentrerait à la maison et reprendrait sa place comme il l'avait toujours fait. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à préparer quelque chose, un nouveau CV. Puis il a commencé à postuler à des emplois, pas n'importe quels emplois, mais ceux en dehors de l'État, Seattle, Boston, Austin. Il s'en fichait. Il savait juste que s'il restait dans cette ville, il serait de nouveau aspiré, et il en avait fini d'être leur plan de secours. Quelques jours plus tard, Stanley l'a aidé à déménager le peu qu'il possédait de la maison. Ils ont attendu le milieu de la journée, quand ils savaient que tout le monde serait au travail ou sorti. Il ne voulait pas de confrontation, pas encore. Il voulait juste ses affaires. Sa chambre était intacte. La boîte à pizza trônait toujours dans la poubelle de la cuisine comme un trophée moqueur. Tandis qu'il emballait des livres, des vêtements et quelques photos encadrées qu'il aimait vraiment, il a remarqué quelque chose d'étrange. Un des tiroirs de la cuisine était fermé à clé. C'était celui où sa mère disait toujours qu'il y avait des documents familiaux. Curieux, il a cherché la petite clé. Il l'a trouvée scotchée sous le tiroir fourre-tout, exactement comme elle la cachait quand il était enfant. Il l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des enveloppes, des relevés bancaires, des déclarations de revenus et ce qui ressemblait à des papiers d'assurance. Il les a feuilletés sans grand intérêt, jusqu'à ce que quelque chose lui torde l'estomac, un relevé de fonds d'études à son nom. Il avait été clôturé il y a 3 ans. Il a scanné la page à nouveau. Le compte contenait des milliers de dollars, plus qu'assez pour payer sa dernière année. Clôturé par Monsieur Dawson. Rose. Il a continué à lire. Le fonds avait été divisé, mais pas équitablement. Le reste avait été transféré sur un nouveau compte au nom de Rose. Et ce n'était pas un fonds d'études. C'était un fonds de petite entreprise. Ses parents avaient utilisé ses économies pour l'université afin d'aider Rose à lancer son entreprise Etsy de vente de bijoux perlés. Nathan sentit le sang lui quitter le visage. Tout ce temps, il avait cru qu'il s'en sortait à peine, qu'il était noble de payer ses études lui-même, d'aider quand il le pouvait. Pendant ce temps, ils avaient détourné son avenir vers le passe-temps de Rose. Cette soirée pizza n'avait pas été un simple oubli. C'était un point d'exclamation. Il a pris des photos de tout, a remis les papiers là où il les avait trouvés et a refermé le tiroir à clé. Quand Nathan a quitté la maison, il n'était plus triste. Il était autre chose, concentré, déterminé. Stanley l'a aidé à charger la dernière boîte dans la voiture. « Ça va ?» a demandé Stanley. « Pas encore » a dit Nathan. « Mais ça ira. » Il a emménagé dans une location à court terme de l'autre côté de la ville, juste assez longtemps pour tout boucler. Il n'avait aucune intention de rester longtemps. Il devait disparaître par étapes, d'abord émotionnellement, puis physiquement. Il a coupé leur accès à son compte bancaire.
Pendant des années, il avait été listé comme secondaire sur certaines factures de services publics. Il a retiré son nom de tout ce qui était partagé, assurance, facturation, abonnement. Il a changé tous les mots de passe. Une ardoise vierge. Mais il n'avait pas fini. Il lui restait un coup à jouer, un coup qu'il ne verrait jamais venir. Pas seulement une vengeance, pas seulement une sortie. Quelque chose de permanent. L'anniversaire de Rose était toujours une production, pas seulement une fête, un événement. En grandissant, ces anniversaires étaient pratiquement des jours fériés locaux chez eux. Une année, leur mère avait loué un parc de trampolines, une autre année, ils l'avaient emmenée, elle et ses amis, à Disneyland. Même à l'âge adulte, rien n'a changé. L'année dernière, il l'avait surprise avec un week-end à Napa, tous frais payés. Cette année, elle fêtait ses 21 ans et Nathan savait déjà ce qui allait arriver. Une fête grandiose, de l'alcool, un traiteur, et 100 personnes faisant semblant qu'elle était la deuxième venue d'une star de cinéma. Il n'avait aucune intention de se montrer, du moins pas de la manière attendue. Pendant les 2 semaines précédant son anniversaire, il a fait profil bas. Pas de poste, pas de réponse. Sa mère lui envoyait des messages de temps en temps avec des choses comme « J'espère que tu te sens mieux, tu nous manques ». Rose a envoyé un message « Tu es toujours bizarre ou je peux t'attendre à la fête ?» Il n'a pas répondu. Il les a laissés dans leur silence et a fait semblant qu'ils avaient toujours accès à lui. Pendant ce temps, il s'est mis au travail. Il a compilé chaque photo qu'il avait prise des documents du tiroir verrouillé, le transfert du fonds d'études, les clôtures de comptes, les relevés bancaires montrant comment l'argent avait été transféré au nom de Rose. Il a même déterré de vieux emails datant de sa 2e année, quand il avait demandé pour la première fois de l'aide à sa mère pour les frais de scolarité. Elle lui avait dit alors « Nous n'avons tout simplement pas l'argent, chérie, tu vas devoir t'en sortir comme ton père. » Et il l'a fait. Des mensonges. Mais le véritable clou du spectacle est venu quand il a consulté le site web du secrétaire d'État et a découvert que la LLC que Rose utilisait pour vendre ses bijoux personnalisés était enregistrée au nom de leur père. C'était une entreprise familiale, ce qui signifiait qu'ils savaient tous que ce n'était pas juste une affaire de Rose. C'était une affaire de famille. La veille de sa fête, Nathan a écrit un email. Court, professionnel, froid. Il a mis en copie ses parents, sa tante Monica et quelques autres parents qui leur trouvaient toujours des excuses. Il a joint tout, photos, dossiers financiers, capture d'écran. L'objet disait « Pourquoi je ne viens pas à l'anniversaire de Rose ?» Le corps de l'email disait « Pendant des années, j'ai cru que le problème, c'était moi. Que je ne faisais pas assez, n'étais pas assez, n'accomplissais pas assez. Je vois maintenant que peu importe à quel point je travaillais, il ne s'agissait jamais de ce que je faisais, mais de qui vous choisissiez de prioriser. Vous avez pris les fonds réservés à mon avenir et les avez donnés à Rose. Vous m'avez dit d'être reconnaissant pour une pizza tout en lui offrant mes économies universitaires sur un plateau d'argent. J'ai joint les preuves. Personne n'a à me croire sur parole. Je ne participerai pas à la fête ni à aucune autre à l'avenir. Considérez ceci comme ma confirmation de présence. Refusé de manière permanente. Puis il a cliqué sur envoyer. Stanley était celui qui surveillait les retombées. Nathan refusait de vérifier le groupe de discussion, mais Stanley le faisait, et ça a explosé. Sa mère a appelé 6 fois de suite. Elle a laissé des messages vocaux qui commençaient calmes et inquiets, mais qui se sont lentement transformés en messages frénétiques et en colère. Tu as sorti ces documents de leur contexte, a-t-elle claqué dans l'un d'eux. Cet argent n'était pas seulement le tien. Nous avons dû prendre une décision familiale. La réponse de Rose était encore plus caractéristique. Elle a posté sur sa story Instagram quelques heures avant le début de la fête, « Les haters vont haïr. Certaines personnes ne supportent pas de voir les autres heureux. » Elle a ensuite posté une photo de groupe d'elle-même dans une robe d'anniversaire blanche, entourée d'amis et de cousins. Mais quelque chose n'allait pas. La fête semblait à moitié vide. Quelques personnes que Nathan connaissait, des cousins du côté de leur père, avaient commenté « Tellement désolé, on ne viendra finalement pas », l'un a même écrit « J'ai eu l'email, j'aurais aimé que tu nous le dises plus tôt ». Le lendemain, Nathan a reçu un SMS de tante Monica. Une phrase « Tu ne méritais pas ça, Nathan. Je suis tellement désolé.
C'était la première excuse qu'il avait reçue de qui que ce soit dans la famille depuis que tout cela avait commencé. Mais même avec cette petite victoire, il n'avait toujours pas fini. Parce que si le drame de l'anniversaire était satisfaisant à sa manière, il ne clôturait rien. Il ne faisait que fendre la surface. Il avait besoin de distance, d'une rupture nette. Alors, quand il a reçu une offre d'emploi d'une entreprise à Chicago, une bonne offre avec un meilleur salaire qu'il ne l'espérait, il a accepté sur le champ. Il n'a pas prévenu ses parents, n'a pas prévenu Rose, n'en a pas parlé sur les réseaux sociaux. Il a juste fait ses valises tranquillement et délibérément, comme quelqu'un le fait quand il ne déménage pas seulement de maison, mais qu'il laisse derrière lui une version de lui-même. 3 jours avant le déménagement, son père a appelé. C'était la première fois en des semaines. Il a failli ne pas répondre, mais quelque chose lui a dit d'écouter. Nathan, a dit son père, sa voix était raide et formelle, comme s'ils étaient des étrangers. Ta mère et moi, nous avons tout lu. Tu nous as pris par surprise. Tu m'as volé, a répondu Nathan, calme et stable. Ce n'était pas une surprise, c'était une exposition. Son père a expiré brusquement par le nez. Tu n'as aucune idée de la difficulté qu'il a été de prendre cette décision. Ta sœur avait besoin d'aide, moi aussi. Il y a eu une pause, un long silence étouffant. Puis son père a dit, tu n'as pas à partir. Tu pourrais toujours faire partie de cette famille si seulement tu. Nathan a raccroché. Ce fut la dernière conversation qu'il eut avec l'un de ses parents. Le lendemain matin, il a chargé sa voiture et a pris la route. Mais juste avant de quitter la ville, il a fait une dernière chose. Il s'est arrêté au bureau de l'université et a demandé s'il pouvait faire un don au programme de fonds d'études. Il a donné une petite somme, rien de flamboyant, mais il a joint une note, pour l'enfant dont la famille a choisi quelqu'un d'autre, afin qu'il n'ait pas à être leur propre plan de secours. Et puis il est parti. Nathan est arrivé à Chicago avec rien d'autre que 3 valises, une Honda d'occasion et un sentiment de finalité qui, d'une manière ou d'une autre, le rendait léger. Il n'a pas pleuré en traversant la ligne de l'État. Il n'a pas idéalisé ce qu'il laissait derrière lui. Il a juste conduit, laissant le paysage plat du Midwest défiler devant lui comme une longue expiration. Il avait passé toute sa vie à se rapetisser pour s'adapter à un moule familial qui n'avait jamais eu de place pour lui. Partir n'était pas fuir. C'était se libérer. Et pour la première fois de sa vie, il ne retenait pas son souffle. Le poste était solide, une entreprise de marketing de taille moyenne, une excellente culture, un salaire décent. Plus important encore, cela lui offrait l'ardoise vierge dont il avait désespérément besoin, de nouveaux collègues, pas d'histoire gênante. Personne là-bas ne le connaissait comme le frère aîné de Rose ou le silencieux. Juste Nathan. Juste le gars qui arrivait à l'heure, travaillait dur et avait un humour sarcastique qui faisait rire le stagiaire pendant les réunions de personnel. Il a loué un petit appartement au 3e étage d'une vieille maison en pierre brune avec des planchers qui grinçaient et de la peinture écaillée, mais il l'adorait. Chaque nuit, il s'endormait en entendant le grondement du train au loin, un rappel que la vie continuait de bouger, de bourdonner, et qu'il en faisait enfin partie. Pas un afterthought, assis tranquillement sur le banc de touche. Pendant des mois, il n'a pas eu de nouvelles de ses parents ni de Rose. Pas d'appel, pas de SMS. C'était étrange, comme s'il l'avait effacé du tableau blanc familial, comme on efface une liste de choses à faire. Et il s'en moquait au début. Mais ensuite, Thanksgiving est arrivé, et même s'il n'avait aucune intention de rentrer, le silence l'a frappé plus fort qu'il ne s'y attendait. Stanley l'a invité à le passer avec sa famille et il y est allé. La mère de Stanley l'a serré dans ses bras comme s'il revenait de guerre. Son père lui a tendu une assiette remplie avant même qu'il ne s'assoie. Ils ont fait des blagues, lui ont posé des questions sur son travail, lui ont servi un verre quand il a mentionné la neige de Chicago. Ils l'ont traité comme s'il faisait partie d'eux. Cette nuit-là, quand tout le monde était couché et que Stanley et Nathan jouaient à des jeux vidéo dans le sous-sol comme s'ils étaient de nouveau des adolescents, Stanley s'est tourné vers lui et a dit « Tu penses qu'ils changeront un jour ?» Nathan n'a même pas hésité. Non. Et c'était la vérité honnête. Parce que des gens comme eux ne changent pas. Ils pivotent, ils tournent, ils réécrivent l'histoire, mais ils ne changent pas. Pourtant, il y avait une partie de lui, une petite parcelle, qui se demandait s'ils le contacteraient à Noël. Ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela,
Rose a posté une série de stories Instagram montrant son Noël familial douillet, pyjama assorti, leur père jouant de la guitare près du feu, leur mère tenant un nouveau bracelet de la ligne de Rose avec une légende qui disait « Tellement fière du travail acharné de ma fille ». Il ne restait plus de place à cette table, même pas métaphoriquement. Janvier est arrivé et avec lui, une lettre. Une lettre physique, ce qui était tellement inhabituel pour eux qu'il a presque cru que c'était une arnaque. Mais l'écriture sur l'enveloppe était indubitablement celle de son père. Nathan l'a fixée longtemps avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une lettre soigneusement tapée sur le papier à en-tête de son père. C'était un chef-d'œuvre d'agression passive et de culpabilité soigneusement formulé. Son père écrivait « Nous espérons que tu as eu le temps de réfléchir. Ta mère est toujours profondément blessée par la façon dont les choses se sont terminées. Nous comprenons que tu te sois senti lésé, mais la vérité est que nous avons toujours pris des décisions en tenant compte de toute la famille. Peut-être que tu le verras avec le temps. Rose est fiancée maintenant. Il a fait sa demande le soir du Nouvel An. Nous organisons une fête de fiançailles ce printemps. Bien sûr, tu es le bienvenu. La famille, c'est la famille. Ne laisse pas une mauvaise saison ruiner des décennies d'histoire. Nathan a éclaté de rire. Il a vraiment ri, car même maintenant, après tout, il était toujours le problème. C'était lui qui devait réfléchir. Il n'avait rien fait de mal. Ils avaient juste pris des décisions familiales. Apparemment, détourner son fonds d'études vers l'entreprise de bijoux de Rose n'était qu'une autre ligne dans le budget familial Dawson. Il n'a pas répondu. Il n'a pas félicité Rose. Il n'est pas allé à la fête de fiançailles. Ce qu'il a fait, c'est prospérer. Il a été promu 6 mois après avoir commencé son travail. Son patron a dit qu'il avait de l'initiative et du cran, ce qui était ironique étant donné que ce sont les traits que ses parents disaient le rendre difficile. Il s'est fait de nouveaux amis. Il a trouvé un restaurant de ramen au bout de la rue qui connaissait sa commande avant même qu'il ne la dise. Il a rejoint un club de lecture communautaire qui se transformait surtout en débat sur les personnages qui méritaient des arcs de rédemption. Il a même rencontré quelqu'un, Janet. Elle avait les cheveux bouclés, un rire nerveux et une façon de poser des questions qui le faisaient se sentir vu, pas jugé. Ils ont pris les choses lentement, très lentement, et il était d'accord avec ça. Puis vint l'invitation de mariage. Carton couleur crème, lettrage doré. Vous êtes joyeusement invités à célébrer l'union de Madison Dawson et Moses Peters. Pas de chers frères, pas de mots manuscrits, pas de reconnaissance qu'ils ne s'étaient pas parlé depuis près de 2 ans. Juste une carte RSVP imprimée avec 2 options, acceptée avec joie, refusée avec regret. Il a fixé cette case à cocher pendant longtemps, puis il a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, il a décroché le téléphone et a appelé sa grand-mère. La mère de son père. Elle avait maintenant 80 ans et vivait dans une communauté de retraités en Arizona. Elle lui avait toujours envoyé des cartes d'anniversaire, même quand ses parents oubliaient. Ils ne s'étaient pas parlé depuis des mois, mais elle a décroché au 2e coup. « Oh, Nathan, a-t-elle soufflé, j'espérais que tu appellerais. » Ils ont parlé pendant près d'1 heure. Elle lui a dit qu'elle avait entendu des bribes, qu'elle ne comprenait pas pourquoi ses parents avaient tracé une ligne sur quelque chose de si manifestement injuste, qu'elle avait essayé d'en parler mais qu'ils avaient balayé ça en disant qu'il avait juste besoin d'espace. Elle a fait une pause à un moment donné et a dit « Tu sais, je ne t'ai jamais vu comme le silencieux. Tu étais l'observateur, l'encre. Et ils t'ont utilisé comme un radeau de sauvetage jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de toi. » Nathan ne pensait pas que quelqu'un ait jamais dit quelque chose d'aussi vrai à son sujet. Elle lui a demandé s'il allait au mariage. Il a dit « non ». Et puis il lui a posé une question qu'il n'avait pas prévue, « Voudrais-tu venir me voir un jour à Chicago ?» Il y a eu une pause, puis un rire. « Nathan, j'adorerais. » Nathan n'a pas répondu à l'invitation de mariage, mais le même jour où Rose a marché dans l'allée, il marchait avec sa grand-mère sur Michigan Avenue. Il lui a montré le haricot, lui a fait découvrir la deep dish pizza et a ri en voyant les pigeons essayer de lui voler son hot dog. Elle a dit que c'était le plus de plaisir qu'elle ait eu depuis des années. Cette nuit-là, il a posté une seule photo sur les réseaux sociaux, juste lui et sa grand-mère assis sur un banc de parc, tenant des tasses de chocolat chaud assorties. Il l'a légendé, « J'ai trouvé la famille qui se montre. »
elle a obtenu un like de l'ancienne colocataire de Rose. Nathan ne savait pas si elle l'avait fait exprès ou si c'était juste un hochement de tête silencieux, mais cela l'a fait sourire. Et c'est à ce moment-là qu'il a su qu'il ne lui manquait pas. L'idée qu'il se faisait d'eux lui manquait, l'espoir qu'un jour il serait ce dont il avait besoin. Mais cet espoir avait été un piège, et la liberté qu'il avait trouvée de l'autre côté était quelque chose qu'il n'échangerait pour rien au monde. Pas même des excuses. Des mois ont passé, les saisons ont changé, la vie a continué. 1 an plus tard, Rose a annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux. Il y avait des ballons, des paillettes et une révélation de genre avec un canon à confetti dans le jardin. Ses parents posaient avec des t-shirts assortis « grand-mère » et « grand-père » rayonnants. Nathan ne ressentait rien. Pas d'envie, pas d'amertume. Juste de la distance. Une distance saine, nécessaire. Ils avaient leur monde, leur version soignée de la famille, et il avait le sien. Plus calme, plus petit, mais honnête. Et au final, c'était suffisant. Parce qu'il n'avait pas seulement quitté la fête. Il était entré dans quelque chose de mieux, quelque chose de réel, quelque chose qui, pour la première fois de sa vie, lui semblait vrai.